Donc, ce matin, on vous a présenté la base pour bien comprendre la contextualisation de nos services, l'organisation de nos services. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, donc l'intervention. On va parler davantage cet après-midi de l'intervention auprès de la clientèle 0-5 ans, donc l'intervention comportementale intensive, et ensuite les interventions qui sont privilégiées aussi pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Donc, je laisse la parole à Marie-Hélène pour la présentation de l'ICI. Alors, l'ICI, la porte d'entrée du bonheur. C'est une citation, en fait, vous allez l'entendre un petit peu plus tard. C'est Julie, la maman de Félix. Julie, c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure en compagnie de son mari, qui nous parlait du processus d'évaluation, de dépistage et d'évaluation diagnostique. Je trouvais cette phrase-là, je la trouvais belle, je la trouvais intéressante. Je trouvais qu'elle faisait du sens à la fois pour le parent, mais aussi pour les équipes d'intervention. Donc, quand j'ai entendu la maman prononcer cette phrase-là, je me suis dit, ben, en fait, le travail qu'on fait auprès d'eux, auprès de leur enfant, ça apporte quelque chose de positif. Donc, c'est une belle phrase. Je trouvais que ça faisait bien l'entrée en matière pour cet après-midi. Alors, dans nos services, lorsque un enfant reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, en fait, l'intervention qui va lui être offerte est l'intervention comportementale intensive. Donc, je vais parler d'ICI. Pour moi, ça va plus rapidement. L'ICI est issu de la science de l'analyse appliquée du comportement. Donc, c'est une intervention qui s'est révélée efficace à la fois pour les enfants, surtout pour les enfants de moins de 6 ans, selon plusieurs recherches. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de recherches au sujet de l'ICI au cours des dernières années. Il y a une recherche aussi qui est présentement en cours, donc dont plusieurs chercheurs collaborent. Vous avez vu Annie Paquette tout à l'heure aussi. Donc, Annie Paquette collabore à cette recherche-là. Il y a Myriam Rousseau, peut-être que certains connaissent. Et il y a beaucoup d'autres chercheurs qui collaborent à cette recherche-là pour évaluer les effets de l'ICI. C'est une recherche qui s'étend sur plusieurs années. Donc, on poursuit la recherche à savoir quels sont les effets, sur quelles cibles de développement, entre autres, ça a des impacts, et auprès des familles et tout ça. Alors, c'est un thème qui est bien évalué, documenté. Il est aussi démontré que l'ICI va améliorer plusieurs habiletés comme le langage, entre autres, les habiletés cognitives et puis le comportement adaptatif chez les enfants qui ont un TSA. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que l'intervention précoce, l'intervention comportementale intensive précoce, permet la mise en place de stratégies d'intervention basées sur des approches qui, eux aussi, ont été reconnues par les données scientifiques. Donc, les approches sont destinées à la fois aux parents, mais aussi directement aux enfants. Alors, comme l'ICI est basé sur les principes de l'analyse appliquée du comportement, on va utiliser plusieurs techniques comportementales reconnues pour favoriser le développement des apprentissages chez les jeunes enfants. Ça fait beaucoup de lecture. Oui, c'est ça. Les programmes d'apprentissage et les objectifs sont conçus à la base à partir du profil développemental de l'enfant. Quand on veut établir un profil développemental, entre autres dans nos services, on va utiliser une évaluation, un outil d'évaluation, le PEP3. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui? Je vois des hochements de tête. Donc, on va utiliser, entre autres, le PEP3 pour établir un profil développemental. Et parfois, on peut aussi utiliser le Vineland pour tout l'aspect des comportements adaptatifs, ce qui nous permet ensuite d'établir les objectifs qui seront au plan d'intervention de l'enfant. Et ensuite, de déterminer quels seront les meilleurs moyens pour stimuler le développement de l'enfant.
ICI, l'enseignement va se réaliser sur de courtes périodes successives qui durent environ de 15 à 20 minutes. Donc, on va travailler à développer les acquis chez l'enfant. On va travailler à développer les apprentissages chez l'enfant à partir de travail de stimulation. Par exemple, on va être assis à une table de travail. On a vu un court extrait dans la vidéo d'Annie Paquette. Donc, on va travailler à la table avec l'enfant pour favoriser les apprentissages sur une période de 15 à 20 minutes. Par la suite, l'enfant peut être amené dans un jeu libre, entre autres, pour lui permettre de retrouver éventuellement un niveau d'éveil optimal. Et on va recommencer des courtes périodes comme ça successivement tout au long de la séance. Donc, l'intensité est caractérisée, oui, par le nombre d'heures d'intervention par semaine, c'est-à-dire un 20 heures par semaine, mais aussi par le nombre de séquences qui vont être réalisées à chacune des séances. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, le nombre d'heures d'intervention à la base va aussi être déterminé par différentes caractéristiques chez l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive dans nos services en ICI, en fait, on ne commencera pas tout de suite avec un 20 heures de stimulation. On va commencer tranquillement pour permettre à l'enfant de s'habituer à l'intensité de la stimulation, mais aussi pour mettre en place toutes les conditions qui vont nous permettre de travailler favorablement au développement des compétences de l'enfant. Ensuite, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. En fait, dans nos services, on recommande en fait la prestation de services de 20 heures par semaine. C'est possible que pour certaines situations ou à certaines périodes, selon le contexte de vie de l'enfant, on puisse offrir un petit peu plus que 20 heures par semaine. Et des fois un petit peu moins, comme je le disais ce matin, selon des éléments contextuels, entre autres. Mais je dirais le standard ou la norme, c'est environ 20 heures par semaine. Donc, l'ICI, c'est une approche selon laquelle on travaille à partir d'objectifs qui sont observables et mesurables et qui sont ajustés en fonction de la progression de l'enfant. Ce qui fait en sorte qu'on va documenter l'évolution et la progression des apprentissages de façon très rigoureuse. Donc, nos éducatrices spécialisées vont travailler à partir de grilles pour avoir, disons, un pourcentage d'acquisition sur une habileté en particulier. Et quand le certain pourcentage est acquis, là, on va passer à une autre habileté qu'on va tenter de développer au maximum. Donc, on va travailler à partir d'objectifs qui sont très micro-gradués. Et puis, on va stimuler comme ça le développement de l'enfant selon l'ensemble des sphères là, du développement. On travaille en intervention comportementale intensive dans nos services avec un intervenant qui est assigné pour un enfant. Donc, c'est l'intervenant qui est assigné avec l'enfant, va passer la majorité du temps avec l'enfant. Bien, la majorité, en fait, va être responsable du dossier de l'enfant, va être responsable de l'enfant, de la progression, de ses apprentissages et du plan d'intervention, mais aussi, on va avoir la collaboration d'une deuxième intervenante, d'une deuxième éducatrice pour assurer la généralisation des apprentissages. Parce qu'on sait que si on travaille toujours les habiletés avec la même personne, c'est possible que l'enfant évolue bien, mais si une autre personne stimule une habileté, c'est possible que l'habileté ne se présente pas nécessairement parce que l'enfant va avoir fait des liens, par exemple, qui sont plus, qui sont pas nécessairement en fait généralisés. Ensuite, en intervention comportementale intensive, on tente le plus possible d'impliquer les parents. Donc, l'implication des parents, ce qu'on note jusqu'à maintenant, c'est que l'implication des parents peut être assez variable. C'est-à-dire que les parents peuvent
se présenter, par exemple, aux rencontres en fonction, par exemple, les rencontres qu'on va faire avec l'éducateur spécialisé pour parler des objectifs du plan d'intervention. Les parents peuvent aussi, si l'intervention comportementale intensive se passe à la maison, les parents peuvent aussi être présents pendant la séance de stimulation de l'enfant. Il y a certains parents même qui peuvent participer à la séance de stimulation de l'enfant. Alors, ce qu'on souhaite, c'est vraiment s'assurer que le parent soit informé de l'ensemble de la progression de l'enfant, des objectifs qu'on travaille, des moyens qu'on utilise. C'est un défi aussi. Donc, on tend vers l'implication des parents, mais c'est aussi un défi qu'on rencontre en intervention. Parfois, il arrive des situations où les parents sont moins disponibles ou sont moins présents. Donc, on doit aussi relever ce genre de défi-là. Voilà. Oui, exactement. Donc, l'ICI, les milieux dans lesquels on va effectuer les interventions peut être variable. On peut avoir une intervention comportementale intensive pour un enfant qui va se faire uniquement à la garderie parce que les deux parents travaillent. La situation idéale, c'est qu'on puisse le faire dans plusieurs milieux. Pourquoi? Parce que ça va permettre de généraliser les apprentissages. Ça va permettre aussi de travailler davantage en contexte naturel, donc oui, dans le milieu de garde, où c'est un milieu qui est plutôt structuré, où on a un horaire fixe, tandis qu'à la maison, on peut travailler différemment aussi avec l'enfant. Donc, ça nous offre des opportunités de travail différentes. Donc maintenant, la distinction avec, entre l'ICI et l'analyse appliquée du comportement. En fait, il existe beaucoup de confusion entre l'analyse appliquée du comportement et l'ICI. Bien sûr, ils sont reliés, mais différents. En fait, l'ICI est l'application intensive des principes de l'analyse appliquée du comportement, c'est-à-dire que l'AAC est la base de l'ICI. Donc, c'est important de bien comprendre cette distinction. Donc, la définition de l'analyse appliquée du comportement, premièrement, le premier A du AAC fait vraiment référence à la relation entre le comportement et l'environnement. Le deuxième A de appliquer, c'est vraiment une application à la vie quotidienne au niveau du comportement. Donc, le C, c'est un phénomène qui est observable et mesurable, comme a nommé Marie-Hélène tout à l'heure. Donc, l'AAC, c'est une science et non une méthode. Qui utilise les lois scientifiques validées du comportement afin de développer des procédures qui sont appliquées à des comportements pour produire des changements socialement significatifs. Donc, c'est une approche qui est structurée, basée sur la théorie de l'apprentissage et la science du comportement. Vous connaissez l'AAC? OK. On utilise aussi beaucoup le terme ABA oui. Aussi au Québec. C'est vrai que c'est plus commun, le ABA. Donc, les 7 dimensions de l'AAC ou de l'ABA. Donc, c'est les habiletés et les comportements doivent se produire dans des environnements autres que celui où est enseigné, donc pour la généralisation. Donc, une fois que l'habileté est maîtrisée, il est important d'assurer son maintien et sa généralisation. Les interventions sont suivies pour évaluer les impacts sur pour évaluer leur impact sur le comportement cible. Donc, l'analyse des antécédents et des conséquences est essentielle pour comprendre la relation entre le comportement et l'environnement. Aussi, si les procédures d'intervention sont décrites de façon claire et concise afin que d'autres puissent les mettre en œuvre avec précision. Donc, que tous aient le même langage, un langage commun. Les comportements sont sélectionnés en fonction de leur application et pertinence dans la vie de tous les jours. Donc, la motivation est un élément clé de l'apprentissage. Les interventions sont systématiques et cohérentes avec les principes démontrés dans la littérature.
Les décisions sont analysées à partir de collecte de données, donc pour assurer la prise de décision éclairée, et les conditions observables et mesurables sont ciblées. Questions sur l'analyse appliquée du comportement? Non, ça va. Alors, en ICI, il y a quelques incontournables. Entre autres, on parle de l'intensité de l'intervention. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais vous montrer un tableau qui est quand même intéressant. Ensuite, on a la précocité de l'intervention, la durée de l'intervention, le lieu de l'intervention, l'encadrement de l'intervention et l'implication de la famille. Au niveau de l'intensité de l'intervention, en fait, ce tableau-là, je le trouve intéressant parce qu'on peut voir qu'aux États-Unis, en Ontario, en France, en Australie ou en Écosse, entre autres, il y a un certain consensus qui se dégage quant à l'intensité de l'intervention. Donc, peut-être pas en termes du nombre d'heures spécifiquement, mais on voit là qu'il y a quand même une tendance où l'intensité de l'intervention est offerte à 20 heures et plus auprès des enfants. Donc, on voit aussi, selon les pays, en fait, les recommandations. Donc, on voit qu'au Québec, en fait, on recommande un minimum de 20 heures par semaine et la participation et la formation des parents. Donc, à l'ICI. Puis, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, aux transitions, aux approches, aux outils qui sont utilisés auprès de la clientèle. Ensuite, concernant l'intensité, en fait, dans les données de la recherche, on voit là que les données probantes suggèrent que l'intervention précoce, comportementale et développementale, en fait, on suggère là, que ça puisse influencer positivement et de façon globale le profil de l'enfant, la situation de l'enfant qui a un TSA. Par contre, il n'y a aucune donnée probante qui appuie les effets de l'ICI à raison de moins de 20 heures par semaine, mais les études confirment les effets à plus de 15 heures par semaine d'intervention. Et ensuite, l'intervention comportementale et développementale basée sur les principes de l'analyse appliquée du... c'est une répétition, excusez-nous, il y a une petite erreur ici. Donc, effectivement, ça influence positivement le développement de l'enfant. Maintenant, concernant la précocité, donc, les études tendent à démontrer que les effets de l'intervention comportementale intensive vont être plus efficaces lorsque l'intervention est appliquée très tôt dans le développement de l'enfant de façon très précoce, finalement. Donc, on démontre que les interventions de type ICI ont plus d'impact lorsqu'elles sont commencées tôt. Et puis, dès que l'enfant a reçu le diagnostic, donc, voilà, ça peut contribuer à augmenter les résultats. Et puis, on mentionne aussi que débuter l'ICI dès que les symptômes de TSA se posent, parfois, dès l'âge de 18 mois, peut amener aussi certains effets positifs. Nous, dans nos services, en fait, le plus jeune enfant, dernièrement, qu'on a accueilli avait, je pense, 19 mois. Donc, ça comporte aussi certains défis au niveau de l'intervention parce qu'on ne peut pas travailler de la même façon qu'avec un enfant de 4 ans qui est en mesure de rester assis à la table. Les habiletés qu'on va travailler vont être vraiment différentes aussi. Donc, ça amène aussi un défi auprès des équipes cliniques. La durée, Julie? Oui. La précocité est très importante, mais débuter tôt, mais assurer aussi le maintien de l'intervention dans le temps est primordial. Donc, les impacts immédiats de l'ICI diminuent avec le temps. C'est la première année d'intervention qui apporte le plus des gains les plus substantiels, notamment au plan du QI et du fonctionnement adaptatif. Les effets attendus sont obtenus après au moins 12 mois d'intervention continue.
Un autre incontournable, c'est le lieu d'intervention. On en a parlé tout à l'heure. Donc, l'intégration et la participation sociale constituent les fondements de l'organisation des services. Donc, miser sur les lieux qui peuvent offrir l'inclusion des enfants en milieu de garde, par exemple, à la maison. Combiner les deux, tout à fait comme Marie-Hélène disait, pour assurer la généralisation. Donc, selon les données probantes, l'intégration des enfants dans des services préscolaires réguliers est importante. Donc, ça offre des opportunités de socialisation. Proposer des lieux qui permettent d'inclure des enfants ayant un développement typique afin de favoriser le modeling par les pairs. Un objectif primordial de ces programmes d'intervention est que l'enfant apprenne à apprendre. Toutefois, pour bénéficier de l'apprentissage par modeling, par modeling par les pairs, les enfants doivent avoir acquis les habiletés d'observation et d'imitation qui sont les bases importantes à développer. Maintenant, concernant l'encadrement de l'intervention, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, quand on vous a présenté, c'était les cercles où on avait l'usager, l'intervenant, le superviseur clinique et le chef de service. Donc, j'aimerais en fait revenir sur l'encadrement de l'intervention. Il y a eu certaines données, en fait, qui ont été mises à notre disposition en lien avec le niveau de scolarité des superviseurs. Donc, on vous parlait tout à l'heure que les superviseurs cliniques étaient des psychoéducateurs. Donc, nous, au Québec, en fait, c'est un niveau de maîtrise. Je pense que pour vous, en France, ça pourrait correspondre au master, c'est ça? Donc, voilà. Alors, les superviseurs qui sont psychoéducateurs ont une maîtrise. Il y aurait 33% des superviseurs qui auraient une maîtrise, dont 11% qui auraient, en fait, une certification en ABA et 16% de ces personnes-là qui auraient un diplôme d'études spécialisées en supervision clinique. Là. Donc, ça, c'est un programme de formation pour lequel, moi, entre autres, j'ai des charges de cours. Donc, on travaille à former les superviseurs en lien avec les approches, les outils, mais en termes aussi de vision clinique, donc en termes de soutien, de supervision, de gestion d'équipe, là, si on veut. Donc, on offre des cours très spécialisés en lien avec l'ICI, entre autres, et l'intervention auprès de la clientèle TSA. 16% auraient un baccalauréat et puis 16% auraient à la fois un bac et un diplôme d'études spécialisées en troubles du spectre de l'autisme. Alors, une minute. Un baccalauréat au Québec, il faut savoir que c'est un diplôme universitaire. Ce n'est pas, comme chez nous, un diplôme pour rentrer à l'université. Ça correspond à un bac plus 3. Et ensuite, on a pu avoir des données selon la Fédération québécoise des CRDI-TED. Donc, 50% au Québec, 50% des superviseurs cliniques sont des psychoéducateurs. 27,5% sont qui appartiennent à d'autres corps professionnels. 12,7% sont des spécialistes en activité clinique. 3,9% sont des éducateurs spécialisés de formation, donc avec possiblement un certain nombre d'années d'expérience aussi et d'expertise. 2,9% sont des psychologues. On a aussi des orthophonistes et une ergothérapeute. Donc, ce sont des données qui sont assez intéressantes, je trouve, dans le cadre de l'encadrement de l'intervention comportementale intensive. Ce que je pourrais vous dire aussi, ça va, je l'ai mentionné. Alors, voilà. Avant de passer à la prochaine section, il y a une question ici. Peut-être j'ai pas bien entendu, mais ça correspond à quel diplôme, à quelle formation?
Bon, alors le psychoéducateur doit avoir une formation de baccalauréat en psychoéducation. Donc, nous, c'est 3 ans, Julie, au baccalauréat. 3 ans au baccalauréat en psychoéducation. Et par la suite, il se doit de faire 2 ans ou 3 ans à la maîtrise. C'est 3 ans à la maîtrise. Donc, en fait, c'est 6 ans d'études supérieures. D'accord. Donc, par rapport à l'éducateur spécialisé, vu que ce n'est pas les mêmes diplômes par rapport à la France, c'est plus de temps d'études L'éducateur spécialisé, lui, va faire en fait un parcours d'études collégiales, ce qui, je pense, ici en France, équivaut au lycée. Est-ce que c'est ça? Au lycée. Non, l'éducateur spécialisé, il a son bac et après, il a 3 ans après le bac. 3 ans, oui. 3 ans d'études collégiales. D'accord. Et est-ce qu'il y a un diplôme spécifique psychoéducateur TSA? En fait, la certification TSA, il n'y a pas de diplôme spécifique psychoéducateur TSA. Il y a des contenus de cours qui sont spécifiquement abordés dans le cadre des programmes universitaires en lien avec le trouble du spectre de l'autisme, mais on n'obtient pas une certification TSA. Par contre, la certification TSA, on va aller la chercher par le biais du Programme national de formation. Donc, c'est un programme de formation qui est offert aux intervenants qui travaillent en trouble du spectre de l'autisme, entre autres dans les CRDI-TED. Et puis, le Programme national de formation offre des formations de premier cycle universitaire et deuxième cycle universitaire. Donc, au premier cycle, on a une certification et au deuxième cycle, on a en fait le diplôme de deuxième cycle là, en supervision là, du personnel intervenant. Si je peux me permettre, la grosse différence entre l'éducateur spécialisé et le psychoéducateur, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, toutes les évaluations standardisées, nous, il faut faire partie de l'ordre des psychoéducateurs pour pouvoir utiliser certains outils d'évaluation. Donc, l'éducateur n'est pas autorisé à faire certaines évaluations. Aussi, au niveau du soutien clinique, l'accompagnement auprès d'autres professionnels, donc de venir former des professionnels. C'est aussi le psychoéducateur qui est appelé à venir former au niveau de l'expertise. Les éducateurs peuvent venir nous accompagner lors de ces formations-là pour nous donner des pistes, des observations terrain, mais les formations vraiment spécialisées, c'est le psychoéducateur qui l'offre dans le CRDI. Donc, on a un mandat de rôle-conseil aussi auprès... c'est le mot que je cherchais. C'est ça, c'est le rôle. Je savais que c'est ce que tu cherchais. Alors, on a un mandat de rôle-conseil. J'ai pas bien compris. Auprès des familles. Merci. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au rôle de l'éducateur avec les familles, s'il est psychoéducateur, s'il a fait 6 ans ou 3 ans? Est-ce que... Auprès des familles, d'emblée, c'est l'éducateur spécialisé qui intervient avec les familles. Nous, on est appelés dans des problématiques complexes, la non-mobilisation parentale, par exemple, pour que l'éducateur garde le lien significatif avec la famille. Souvent, quand il y a des problématiques et des choses à régler plus formelles, nous sommes appelés à se présenter avec l'éducateur et nous pouvons nommer des balises importantes à respecter pour assurer la mobilisation des parents. Donc, mais d'emblée, c'est l'éducateur spécialisé. Le psychologue au CRDI va travailler parfois en consultation individuelle selon des problématiques plus spécifiques. Donc, sur référence, en fait, nous, au CRDI, on doit faire une demande de consultation, si on veut, pour avoir accès dans une situation spécifique à un psychologue qui peut rencontrer à ce moment-là de façon individuelle, sur une période de temps déterminée, un usager. Et le psychologue au CRDI va travailler beaucoup en évaluation aussi.
Donc, c'est un mandat qu'il a aussi là, au CRDI. En fait, le psychologue peut faire des évaluations autres que les évaluations pour le TSA. Donc, le psychoéducateur est vraiment spécialiste en TSA. Le psychologue va apporter son expertise au niveau de l'anxiété, par exemple, au niveau de la dépendance, TDAH. Donc, il vient vraiment apporter son expertise dans un autre point de vue de différentes problématiques. Puis c'est à ce moment-là qu'il peut faire du suivi individuel ou parfois juste en consultation auprès des équipes cliniques pour dénouer des problématiques, certaines problématiques. On a aussi des psychologues qui ont participé, en fait, donner des formations avec des psychoéducateurs ou sans les psychoéducateurs. Donc, ils ont aussi parfois ponctuellement des mandats de formation à l'intérieur de l'établissement et des formations internes et externes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant de passer à la section suivante, en fait, j'aimerais savoir, on vous a présenté un peu de quelle façon on travaillait en intervention comportementale intensive. Moi, j'aimerais ça savoir, vous, de votre côté, avec la clientèle, la petite enfance, de quelle façon vous travaillez ici en France? Est-ce que les enfants ont accès aussi à des services d'intervention intensive ou à quelconque modèle d'intervention, par exemple? Oui. Je pense que c'est assez nouveau en France, le développement de ce type d'approche. Là, depuis quelques années, il y a des structures expérimentales qui pratiquent, donc ils disent ABA, mais c'est de l'ICI en fait. Et puis, il me semble que les unités d'enseignement maternel qui ont ouvert depuis 1 an, voilà, leur pratique est censée être guidée par les recommandations des bonnes pratiques et donc des approches comportementales développementales intensives 26 heures par semaine. Oui, Jean-Paul Baudonnant, président de la Chouette Autisme Essonne et président du réseau Autisme sur l'Essonne. Voilà, oui, simplement, c'est par rapport au fait qu'en France, on a une scolarisation des enfants au niveau maternel dès 3 ans jusqu'à 6 ans. Et en même temps, il y a le fait, bon, par rapport au niveau du diagnostic de l'autisme, sur la région Île-de-France, on s'aperçoit qu'on est diagnostiqué au niveau autisme à partir de 6 ans. Donc, je veux dire, le plus souvent, on retarde, si vous voulez, cette approche. Et donc, obligatoirement, si vous voulez, tout ce qui est fait après 6 ans, d'après ce que j'ai vu au niveau de vos projections, c'est qu'il faut commencer le plus précocement possible. Alors je voulais savoir si jamais on commençait après 6 ans, si jamais les résultats étaient probants ou pas. C'est une bonne question. Est-ce que... Julie va peut-être intervenir. En fait, c'est que c'est d'avoir le 20 heures semaine pour un enfant de 6 ans, c'est presque impossible parce que l'enfant est intégré à l'école. Donc, au niveau académique, il doit suivre quand même le cursus académique. Donc, le 20 heures semaine a probablement pas été expérimenté parce que la structure de l'enseignement ne peut permettre, au-delà de 6 ans, de faire l'intervention. Mais M. Bellé, je crois, a une réponse pour nous. Oui, puis outre le fait, effectivement, là, que nous, les enfants, l'idée et les études, dont les études du Dr Motron au Québec, démontrent de façon très claire que toute la question de la plasticité du cerveau fait en sorte que si on veut vraiment profiter au maximum des enseignements de l'ICI, si on veut favoriser le plein développement puis récupérer, parce que quand on parle d'ICI de 20 heures et plus, l'objectif, c'est de récupérer quelque part les retards qui ont été accumulés pour faire en sorte que l'enfant qui va arriver dans le milieu scolaire ait tous les outils pour pouvoir bénéficier des enseignements. Et c'est vraiment dans cette logique-là dans laquelle on s'inscrit. Et les études du Dr Motron démontrent aussi toute la nécessité d'y être de façon précoce et de miser sur la plasticité du cerveau qui, rendu à l'âge de 6 ans, on est, je pense, complètement rendu ailleurs. Juste une précision pour les unités d'enseignement. Donc on utilise, la base théorique est la même, mais on n'est pas en 1 pour 1. C'est 0,7 personnes par enfant en temps de présence. Voilà.
Oui. Oui, mais à propos des unités d'enseignement maternel, donc qui sont des nouveautés, ça démarre depuis un an. Le but est quand même d'avoir effectivement les 20 à 26 heures par semaine d'intervention sur le site de l'école, mais toutes interventions confondues. Donc j'allais dire, et c'est des classes à 7, un effectif de 7 personnes. Donc avec un encadrement de 0,7, mais sur l'ensemble des temps de la journée, y compris le repas, les récréations, etc. Donc c'est déjà un bon progrès. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce que disait monsieur, que c'était difficile après, enfin, ce que vous disiez de cumuler l'enseignement maternel et puis 20 heures d'approche intensive, en France, c'est pas vraiment le problème parce que, en plus, les jeunes avec problématiques, notamment autistiques, sont très rarement accueillis, même à 6 ans, sur l'ensemble des temps scolaires. Donc, de toute façon, il resterait du temps pour compléter les interventions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés pour X raisons, qu'est-ce qu'on leur propose du coup comme intervention? En fait, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez par qui ne peuvent pas être scolarisés, parce que ça va me permettre de spécifier ma réponse. Très grand trouble du comportement, par exemple. Alors, il y a plusieurs réponses possibles à cette question-là. En fait, dans l'organisation des services scolaires au Québec, c'est un peu différent, je crois, de ce que vous vivez, vous, ici. Donc, on a différents types de services qui peuvent être offerts. On a des enfants qui peuvent être intégrés. Là, je parle des enfants qui fonctionnent relativement bien, qui peuvent être intégrés dans des classes régulières avec ou sans soutien d'un éducateur spécialisé. Donc, parfois, le profil, les besoins de l'enfant nécessitent l'intervention d'un éducateur spécialisé. Donc, dans une école régulière, une classe régulière, un enfant est intégré dans une classe. Ensuite, on peut avoir dans une école régulière une classe spécialisée dans laquelle le ratio enseignant-élève est diminué et où on a aussi généralement la présence d'un éducateur spécialisé. Ensuite, dans ces classes-là, ce sont généralement des enfants qui fonctionnent relativement un petit peu moins bien, je dirais, qui nécessitent une meilleure prise en charge, plus d'encadrement. Par la suite, on peut avoir des écoles spécialisées. Donc, souvent, on va retrouver des classes adaptées dans ces écoles spécialisées-là pour les enfants qui ont des troubles de comportement et tout ça. Et là, il y a des interventions, en fait, qui sont réalisées auprès de l'enfant qui a un trouble du comportement ou un trouble grave du comportement, entre autres. C'est déjà arrivé à quelques reprises que j'ai vu certains enfants qui ne pouvaient pas être scolarisés pour une période de temps plutôt ponctuelle. Donc, mais il y a une obligation, en fait, de scolariser les enfants. Donc, souvent, on va travailler beaucoup en collaboration, nous, le CRDI, avec le milieu scolaire pour tenter de mettre en place toutes les interventions qui peuvent favoriser, en fait, la réintégration ou l'intégration de l'enfant dans son milieu scolaire et avoir accès à l'éducation à ce moment-là. Est-ce que tu as autre chose, toi, que tu voulais ajouter? Situation complexe, ponctuelle, il peut arriver que des enseignants vont faire l'académique au domicile de la personne. Donc, pendant le temps de stabilisation, l'enseignant est mandaté pour aller intervenir, pas intervenir, mais aller faire de l'éducation au niveau académique au domicile. Ça, c'est des situations qui sont plus ou moins fréquentes, là. À l'adolescence, ça peut arriver. Moi, j'en ai eu quelques-uns dossiers qui ont scolarisé à la maison. C'est un papier du médecin, en fait, qui fait une prescription de scolarisation à domicile. Mais c'est sur un court laps de temps.